On a évidemment beaucoup parlé de la contre-performance du CAC 40 de l'indice parisien en 2024, seule bourse occidentale qui a baissé, certes, pas beaucoup, mais de 2%, là où c'était dans le vert quasiment partout. Cette contre-performance, on le sait, est très liée au parcours chahuté des valeurs du luxe qu'on présente un peu comme nos GAFA à nous en Europe et en France. Est-ce que le secteur du luxe est revenu à des niveaux d'achat? Est-ce que les perspectives vont rester peut-être compliquées en 2025? Réponse avec vous, Laurent Grassin. Bonjour Laurent. Bonjour David. Tous mes vœux, bonne année. Bah oui, bonne année à vous Et, également. et directeur de la rédaction de Boursorama. Je parlais de la contre-performance, Laurent, du luxe. Ouais. On va mettre quelques chiffres pour voir exactement et au juste de quoi est-ce qu'on parle. Oui, ils sont importants ces chiffres, David, parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir sur les valeurs du luxe. Vous l'avez dit, nos GAFA à nous qui avaient habitué à des performances impressionnantes. Et quand on regarde sur un an glissant, j'ai arrêté la performance à hier soir, au niveau européen, ça nous donne des baisses de l'ordre de 40% pour Kering, 30% pour Burberry, allez, 25-27% pour Swatch, sur Porsche, L'Oréal, on est à moins 20%, LVMH, figurez-vous, un repli de l'ordre de 10%. Voilà, ce que je disais, des chiffres qui sont vraiment inhabituels et qui expliquent, puisque vous en parliez avec Jean-Pierre Petit, la contre-performance du CAC 40 sur l'année 2024. Alors, vous n'avez pas cité toutes les marques du luxe. J'en déduis qu'il y en a quand même certains ou certaines qui surnagent là-dedans. Ben oui, oui, évidemment, vous ne m'avez pas entendu citer Hermès et pour cause, plus 20%, plus 23%. Richemont, qui est plus connu pour ses marques comme Cartier, Panerai, Chloé, pour ne citer qu'elle, est aussi à une performance de plus de 20%. Ferrari, on en parle souvent sur le plateau d'Ecorama, plus 33%, avec, on le voit de façon très visible, des investisseurs qui ont arbitré en faveur du premium, de l'ultra-premium, de l'hyperluxe en fait. L'hyperluxe, l'ultra premium, bah dis donc, hein. Où est-ce qu'on va? On va pas refaire toute l'année 2024, Laurent, mais une des causes de ce repli, c'est cette faiblesse persistante du marché chinois. Eh oui, et vous l'évoquiez là aussi avec Jean-Pierre Petit, la Chine qu'on attendait rebondir au deuxième trimestre 2024, puis ça n'est pas arrivé. Au troisième, c'était pas terrible non plus, avec des plans de relance ponctuels qui ont été décidés de ci, de là, mais qui n'ont pas touché directement le consommateur, avec une grande défiance, cette crise immobilière persistante. Et puis, on a eu quand même cette petite ouverture, on espère, pour la première fois à la toute fin de l'année, en décembre, avec ce rendez-vous du bureau politique du comité central du Parti communiste chinois, qui pour le coup regroupe les 24 plus hauts officiels du pays, à commencer par Xi Jinping. Et dans le compte-rendu de cette réunion qui a eu lieu en décembre, on disait le pays doit soutenir vigoureusement la consommation, augmenter l'efficacité des investissements et étendre la demande domestique sur tous les fronts. C'est la première fois que le pouvoir central reconnaît officiellement la nécessité de soutenir le consommateur. Pour le moment, on ne sait pas encore ce qu'il en est. Pour le moment, c'est une déclaration. On va voir si c'est suivi des faits, mais c'est effectivement ce qui a pesé. Quand même, pour vous donner une ampleur de ce qui se passe dans le pays, de ce qui s'est passé, il faut voir que le directeur financier de LVMH déclarait dans la conférence des analystes qui suivait la publication des résultats du troisième trimestre qu'en gros, à cette époque, la confiance des consommateurs en Chine était retombée au faible niveau observé lors de la pandémie de Covid. Voilà, on en est revenu sur ce marché chinois qui est pourtant essentiel pour le secteur. Ouais, après, honnêtement, certains posent la question, à juste titre, de savoir si les groupes du luxe n'ont pas eu la main un petit peu trop lourde côté augmentation de tarifs. Et Et ça, oui. c'est l'autre facteur dont on entend moins parler, mais qui est au moins aussi important, et c'est un point, vous l'avez dit, central. Il faut savoir que le service d'analyse de la banque RBC estimait récemment que les grandes entreprises du luxe augmentaient le prix de leurs produits de 33%, 33% en moyenne depuis 2019. C'est la moitié de la croissance organique des ventes du secteur au cours des 2 dernières années. Alors, à force de considérer peut-être un petit peu vite que c'était pas trop un sujet pour les clients, certains sont sans doute allés trop vite, trop fort, trop loin, alors que dans le même temps, l'inflation faisait rage dans tous les secteurs. Avec finalement ce risque, David, c'est qu'une partie des marques se soit aliénée pour un temps certain, pour longtemps une partie de leur clientèle, vous savez, dite aspirationnelle, c'est-à-dire qu'en gros, ben voilà, vous n'êtes pas forcément très riche, mais vous vous offrez un accessoire de luxe, vous faites un gros plaisir exceptionnellement. Voilà, là, c'est plus trop possible. Il faut savoir que j'en parlais avec l'équipe de gestion de DGC Franck Muller. Luxury Fund, Marie-Caroline Benoiston et Rafi Baldiosian, ils m'expliquaient que les marques de luxe, elles ont perdu environ 50 millions de consommateurs au cours des 2 dernières années. Ce qui est quand même loin d'être négligeable. Du fait de l'hyperinflation des Et, tarifs. et, et de l'augmentation des prix. Une augmentation des prix, Bernard Arnault disait, lui dit, s'il y a augmentation des prix, il faut que ça se sente dans le produit.
dans certains cas, c'était, voilà, vous aviez quand même toujours le même sac, sauf qu'il avait pris quelquefois 20, 50, 70%. Alors la question que se posent maintenant les investisseurs, elle est double. Déjà, c'est de savoir si ça va repartir enfin en Chine. Et puis il y a la Chine, mais il y a aussi les États-Unis. Est-ce qu'il ne faut pas craindre des mauvaises surprises? On l'évoquait aussi avec Jean-Pierre Petit, venant des États-Unis avec des surtaxes douanières de la part d'une administration Trump qui serait soucieuse de rééquilibrer évidemment sa balance commerciale avec l'Europe. Il y a un sujet avec les bagnoles entre guillemets allemandes, mais il y a aussi le luxe français. Oui, vous l'avez vu, d'ailleurs, on l'a vu très exactement hier avec cet article du Washington Oui, Post qui sort en disant, vous l'avez très bien expliqué, que finalement les droits de douane ne toucheraient peut-être que des produits essentiels. Donc tout de suite, redémarrage en fanfare du CAC 40 et notamment des valeurs du luxe. D'ailleurs, le démenti de Donald Trump n'a pas suffi à enrayer, si je veux dire, le mouvement haussier qu'il y a eu hier. Donc il y a eu quand même des belles réactions des valeurs du luxe. Donc on voit bien que ça va être un facteur important, c'est-à-dire que l'évolution de ce dossier au gré des déclarations de Donald Trump, bon, on se souvient du premier Donald Trump, c'était déjà le cas, donc ça va être effectivement un facteur d'appréciation un petit peu plus ponctuel sur le luxe, mais c'est pas ce qui inquiète le plus les analystes. Pour eux, c'est vraiment à la fois où les groupes de luxe vont pouvoir trouver de la croissance, justement par le fait que eh bien, cette augmentation de prix fait qu'aujourd'hui, ça va être compliqué d'aller chercher tout le monde, si je puis dire, et puis toujours le dossier chinois, la retour de la dynamique de la Chine, ça voilà. Qu'est-ce que ça nous donne du côté des analystes? On peut commencer par les prudents. On a UBS qui évoque justement ce phénomène de lassitude à l'égard du luxe, qui voit une marge limitée pour finalement une réaccélération significative de la croissance organique des ventes, qui serait vraiment nécessaire. On a les plus attentifs, Deutsche Bank, qui guette lui aussi des signes d'inflexion, mais pas avant le courant de l'année. On évoque un petit peu aller la moitié, le second semestre de l'année 2025. Puis Stifel qui a fait hier une note sur le secteur qui est passé de prudent à neutre. Vous voyez, David, c'est pas le grand enthousiasme, qui voit une stabilisation des ventes au quatrième trimestre 2024 et puis un retour de la croissance organique 7%, mais pas avant le second semestre de cette année. donc il n'y a pas forcément urgence à revenir sur le secteur, si je vous comprends bien. Bah, là, en tout cas, c'est ce qui ressort. Il y en a quelques-uns qui sont un petit peu plus optimistes quand même. Je les ai gardés pour la fin. HSBC qui considère qu'il est temps de monter à bord. Je reprends l'expression qu'ils emploient, notamment parce qu'ils estiment que eux, ils misent sur la reprise de la demande de la clientèle américaine. C'est vrai que les Américains ont bien gagné en bourse, alors pourquoi pas se faire plaisir. Et ils tapent plutôt sur une stabilisation de la clientèle chinoise, avec finalement un rebond de la croissance en données comparables de 4% de données comparables pour les groupes de luxe, après un repli de 1% en 2024. Bon, les valeurs chouchoutes, on peut les connaître? Oui, alors il y a deux camps en fait. Il y a d'un côté ceux qui vont jouer les valeurs sûres, donc c'est voilà, HSBC qui est repassé à l'achat sur LVMH, Hermès. On a également Stifel qui est plus sur ce type de valeur. On a aussi Brunello Cucinelli dont on ne parle pas mais qui a une très belle performance, et qu'apprécie aussi, également Hermès et Richemont, hein, qui est aussi un groupe suisse diversifié avec de très belles marques. Et puis on a les gens comme, en tout cas, on a les analystes comme ceux de Deutsche Bank qui, eux, préfèrent les recovery, qui vont aller chercher ça plutôt du côté des contre-performances de Kering, de Burberry. Là aussi, l'équipe de gestion de DGC Frank Muller Luxury Fund est plutôt du côté des valeurs sûres en disant attention quand même sur ce côté recovery, il y a Ouais. toujours un certain risque. Le risque, il faut être patient avant de voir les fruits d'une restructuration opérationnelle, des nouvelles collections qu'on le vend en poupe, donc attention à ça. Et puis, il m'expliquait également que finalement, il faut peut-être, quand on est investisseur, étendre, ouvrir un petit peu ses chakras, que finalement, le luxe, ce n'est pas que du soft ou du hard luxury, ça peut être dans l'expérience, les hôtels, les croisières haut de gamme, ça peut être dans le sport spécialisé, notamment le yoga, ça peut être le bien-être. Donc, quand on est investisseur du luxe, il faut peut-être diversifier au sein du secteur et quitter un petit peu les sentiers battus pour trouver de nouvelles opportunités de croissance. Ouais, et puis de l'évolution du secteur du luxe dépendra l'évolution du CAC 40, le luxe qui pèse, quoi, je crois, 30% Exactement. de l'indice parisien. Merci Ouais. beaucoup, Laurent. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci et bonne année. Merci David.